Bonjour à toutes et à tous. Alors, nous sommes ici au niveau du Parlement européen et j'ai la chance aujourd'hui d'avoir Laurence Müller-Braun, qui est sénatrice du Bas-Rhin, qui est conseillère départementale d'Alsace et qui va intervenir bien sûr lors de ce débat concernant le Covid. Et Pierre Chaillot, qui est notre invité, qui vient d'écrire un livre « Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels », qui est un statisticien à la fois de formation et de métier. Donc moi je me présente Michèle Rivasi, je suis agrégée en biologie, je suis députée européenne ici au sein du Parlement européen et vice-présidente de la commission Covid. Alors, lors de cette commission Covid, on avait voulu inviter des épidémiologistes et des statisticiens comme vous. Ça n'a pas été possible. Et je trouve que quand j'ai lu votre livre, vous y allez très fort. Parce que pour vous, il n'y a pas de pandémie. Pour vous, il n'y a pas de transmission. Pour vous, les hôpitaux n'ont pas été saturés, etc., etc. Donc, on va vous poser toute une série de questions. Et sur le plan européen, 2 mots. Moi, j'ai été sensibilisée sur la gestion de la grippe H1N1 à l'époque où on nous avait dit qu'il y avait une épidémie, qu'il fallait absolument se faire vacciner. J'avais fait un rapport d'ailleurs sur ce sujet. Est arrivé donc le Covid. Et là-dessus, l'Europe a décidé, je pense que c'est un bon choix, de faire des achats groupés de vaccins, parce que pour quand même la Commission européenne et les États membres, la seule solution, c'était les vaccins. Il n'y avait pas de traitement, etc. Donc on pourra y revenir d'ailleurs là-dessus. Sauf qu'on a à peu près dépensé 71 milliards d'euros pour 4,6 milliards de doses. Vous savez que dans cette somme-là, il y a eu plus de 2 milliards d'euros versés par la Commission européenne aux laboratoires pour qu'ils sortent un vaccin. Donc pendant l'année 2020, les laboratoires, que ce soit BioNTech, Pfizer, Moderna, etc., ont fini par sortir un vaccin. Mais quand on leur demande combien on leur a donné, quelle est la traçabilité de cet argent, qu'est-ce qu'ils en ont fait, on nous répond secret d'affaires. Quand la Commission a passé des contrats avec les laboratoires, vous savez que jusqu'à présent, on n'a pas eu accès aux contrats, donc à toutes les clauses de responsabilité en cas d'effet secondaire, de combien on paye les vaccins, etc. Et que 5 députés verts sont allés à la Cour de justice européenne pour obtenir la transparence de ces contrats. Alors, on en est là. On a une commission, donc Covid, qui s'intéresse à la gestion dans les différents États. On pourra y revenir. On va donc poser une série de questions. Pierre répondra à ces questions et nous, ainsi que d'ailleurs les gens qui nous écoutent, pourront poser des questions également. Alors, Laurence Müller-Braun, sénatrice, impliquée dans cette gestion de la Covid. Vous avez fait partie de l'office de l'OPEX. Hein. J'ai été aux auditions. Je ne suis pas membre de l'office. D'accord. Et je sais que c'est un sujet qui vous intéresse. Alors, je vous laisse la parole. Bien, merci déjà de cette invitation, Michèle Rivasi. J'en suis très flattée. En fait, au moment de la crise sanitaire, quand elle s'est déclarée, lorsque le virus est, semble-t-il, arrivé en France, j'étais maire. Nous étions en pleine campagne municipale, renouvellement de toutes les communes de France. Et nous avons rencontré beaucoup de gens. Et au lendemain de cette campagne, on commence à confiner. Il y a un confinement dès le lendemain des élections. Nous nous retrouvons dans une situation un peu compliquée. Moi, j'étais présidente d'EHPAD, présidente d'hôpital à l'époque, et nous n'avions rien. Donc, j'étais vraiment sur le terrain. Et il y avait une panique, il y avait c'était la débrouille, si on veut.
les gens malades, il n'y avait pas de soins. Hein, on a vu que les médecins ne pouvaient pas soigner. Rapidement, c'était l'hôpital. Et puis, mais bon, on a fait avec. Où là, j'ai commencé à m'intéresser au sujet avec réflexion et à me poser vraiment des questions. C'est que j'ai vu que des faits, on censurait. Des faits réels, on censurait, ensuite on a décrédibilisé des gens qui se posaient des questions et des gens autour de nous, hein, des chercheurs, des médecins, même nos généralistes, et puis l'obligation vaccinale qui est arrivée. Lorsque le vaccin est arrivé sur le marché, moi je me suis dit bien très bien, pour les gens qui en ont besoin, je ne me suis pas sentie vraiment concernée, mais l'obligation vaccinale de masse, plus la censure, plus l'absence de soins, plus la décrédibilisation et l'incitation financière qu'on a proposée pour que tout aille dans ce sens, et le 12 juillet 2021, le pass sanitaire, tout ça m'a orientée vers des réflexions, des recherches. Et au fur et à mesure, eh bien, je me suis rendu compte qu'on allait vers un système qui s'était mis en route, et il y avait beaucoup de gens qui étaient mis de côté parce que justement ils avaient des doutes sur le choix, sur une doxa qui a été prononcée. Donc je me suis retrouvée là-dedans, et j'ai trouvé aussi incroyable comment nous avons traité les enfants. Les enfants ont été accusés d'être transmetteurs, de pouvoir être à l'origine et la raison de la maladie de leurs parents, de leurs grands-parents. Donc on a transféré les responsabilités. Et tout ça en tant que femme, mère et grand-mère, peut-être, on peut se poser des questions. Et quand on se posait des questions, très vite, on était mis de côté. Je l'ai vu lorsque j'ai évoqué les publications internationales que nous recevions en tant qu'élus nationaux, des publications, des interprétations de gens très fiables. Eh bien, j'ai essayé de les partager dans l'hémicycle du Sénat, et j'ai vu les réactions extrêmes où il n'y avait plus de possibilité d'exprimer un doute. Il fallait vraiment suivre un chemin et pas un autre. Donc ça, c'est normalement, on représente une démocratie, on représente la liberté d'expression, et c'est ce qui m'a un peu orientée à me poser beaucoup de questions, et on en est là aujourd'hui. J'ai lu l'ouvrage de Pierre Chaillot qui confirme beaucoup de questionnements que nous avons pu avoir pendant ces 3 dernières années. Alors, justement, c'est très bien. On va passer donc la parole à Monsieur Pierre Chaillot. Alors, moi, votre livre m'a beaucoup interpellée, notamment sur l'interprétation des chiffres. On peut être d'accord sur les chiffres, mais vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère. Pour vous, il n'y a pas d'épidémie, il n'y a pas d'hécatombe, et que même les malades, vous dites, je ne suis pas sûre que ça soit le Covid. Alors, je voudrais que vous expliquiez là-dessus, parce que quand je regarde les chiffres de l'INSEE ou de l'adresse, on voit quand même qu'il y a une augmentation du nombre de décès. Dans l'année 2020, on n'a pas les vaccins. Hein. On parle de l'année 2020 où on a 2 pics, hein, que ce soit mars-avril, que ce soit octobre-novembre. Alors, ces pics disparaissent tout d'un coup. Donc, je voudrais que vous expliquiez là-dessus et que les choses soient claires. Moi, je suis pour le débat. Vous avez sorti un bouquin, vous passez dans les médias, super. Moi, je vous invite parce que je trouve que plutôt que de dire on n'en parle pas, eh bien oui, on en parle. Et qu'on confronte ensemble avec les expériences que l'on a. Et en tant que politique, on a besoin justement de votre présence pour qu'on comprenne mieux quel est votre positionnement. Alors, à vous, Monsieur Chaillot. Bien, déjà, merci beaucoup de me recevoir. Et en effet, la science, c'est un débat. Et donc, merci de créer le débat sur ce sujet. Parce que, comme ça a été dit, le débat n'a pas beaucoup existé jusqu'ici. Et donc, en effet, la première question que je me suis posée, moi, en tant que citoyen, vu ce qui se passait, c'est y avait-il eu une hécatombe, comme on a présenté à la télévision depuis le début.
Pour la petite histoire, quand je me suis intéressé au sujet, le Covid-19, c'était la nouvelle maladie qui allait ravager l'humanité. C'était dit dès le mois de février 2020 et ça passait dans tous les médias. Et on faisait état à l'époque de 2500 morts en Chine, sur un pays qui fait 1,5 milliard d'habitants, pays pauvre où les gens décèdent. Et 2500 morts en un mois, en fait 2500, c'est ce qui décède tous les jours en France en hiver, sur un pays qui fait que 60 millions d'habitants, donc qui est 20 fois plus petit. Donc les statistiques, de toute façon, montraient qu'il n'y avait absolument rien d'alarmant sur ce qui se passait en Chine. Ça n'était pas possible, ce n'était pas raisonnable de déclencher une panique. Donc le premier résultat de mon livre, que je vais vous présenter, c'est justement sur le nombre de décès et la mortalité. Puisque ce qui fait le nombre de décès dans un pays, la première chose, c'est la taille du pays, c'est-à-dire la population. La deuxième chose, c'est l'âge des gens. Et plus les gens sont vieux, plus il y a de décès. La vie est ainsi faite qu'au début on est, et quand on avance dans la vie, on finit par décéder. Et donc plus un pays est vieillissant, et plus on voit le nombre de décès qui augmente. Et dans tous les pays européens qui vieillissent, il y a un nombre de décès qui augmente. Pour comparer ce qui est comparable, on ne regarde jamais le nombre de décès dans un pays. On fait un calcul qui s'appelle le taux de mortalité standardisé par âge, Age Standardized Mortality Rate, qui permet de comparer d'une année sur l'autre en tenant compte de la taille de la population et de l'âge des gens. Et donc là, sur ces deux graphiques, ce qu'on voit, c'est le nombre de décès standardisés par âge pour deux pays, la France et l'Allemagne, de ces dernières années. Et l'on voit que finalement, l'année 2020, puisque les 3 dernières années, c'est 2020, 2021, 2022, pour la France, l'année 2020 est au niveau de l'année 2015, dont on ne raconte pas qu'il s'est passé une guerre énorme ou une pandémie qui a ravagé l'humanité, et que pour l'Allemagne, l'année 2020, c'est quasiment un record de sous-mortalité jamais obtenu. Donc, et ça, ce calcul-là, c'est ce qu'on voit sur la carte qui va suivre. Je l'ai fait pour tous les pays d'Europe grâce aux données disponibles sur Eurostat, c'est les données officielles Eurostat. Et on voit que pour tous les pays d'Europe, là j'ai mis une couleur en fonction de l'endroit où se trouve l'année 2020 dans la décennie, on va dire. Et donc par exemple pour la Norvège ou l'Islande, c'est le cas pour l'Irlande aussi, l'année 2020 c'est l'année la moins mortelle de toute leur histoire. Pour l'Allemagne, la Finlande ou l'Estonie, l'année 2020 c'est la deuxième année la moins mortelle de toute l'histoire. Pour les pays en orange, c'est une année normale pour la décennie, et pour les pays en marron, c'est juste une année un peu élevée pour la décennie. Donc c'est-à-dire que c'est quand même la 10e année la moins mortelle de toute l'histoire pour ces pays-là. Ce qui veut dire que si on veut faire croire à une hécatombe, donc qu'il y a eu des tombereaux de morts partout en Europe à un certain moment, c'est complètement faux. Et ce calcul-là, je l'ai fait pour l'Europe dans le livre, mais on peut le faire aussi pour les États-Unis. On peut le faire même pour la Chine, il y a des données sur Statista, et on ne trouve pas de pays dans le monde sur lequel il n'y a eu aucune hécatombe. Donc c'est-à-dire qu'il faut quand même se rendre compte qu'entre le discours qui a été proposé, médiatisé, et ce qu'on observe dans les statistiques, il y a quand même un monde. Donc ça, c'est le premier résultat. Mais en revanche, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de mort à aucun moment et qu'on n'a pas vu de hausse de mortalité à aucun moment. Sur la slide suivante, on détaille ici pour l'Allemagne et la France le nombre de décès chaque semaine. Et à gauche, on peut voir qu'il y a 2 périodes, donc c'est depuis 2013, toutes les semaines. Bon, déjà, il y a des hausses de décès tous les hivers, ça c'est bien connu dans tous les pays. Et en jaune, en France, il y a des taches jaunes qui représentent les 2 périodes de confinement, puisque la France a fait un confinement strict, alors que l'Allemagne n'en a pas fait. Bon. Et on voit que pendant le premier confinement, on a un pic de décès assez marqué en France, en mars-avril. Et si on regarde la même période en Allemagne, il ne s'est rigoureusement rien passé. Donc il n'y a aucune hausse de mortalité visible pendant ce qui a été appelé la première vague en Allemagne. C'est quand même un problème pour raconter l'histoire de la pandémie mortelle. Sur la carte suivante, voici les pays en rouge qui ont bien une hausse de mortalité significative sur la période dite de la première vague, et tous les pays en vert n'en ont absolument aucune, toujours avec les données Eurostat. Donc on n'a pas du tout de phénomène même de pandémie, même pour ce qui a été appelé la première vague, où la plupart des gens pensent qu'il s'est passé quelque chose de mondial. Et ça n'est pas vrai du tout. Et donc là, on a un problème de cohérence géographique, où on est en train de faire croire une histoire qui toucherait tout le monde, alors que c'est une minorité de pays, 9 sur 33. Sur la slide suivante, je détaille en France. Ici en France, ce sont les départements qui ont une hausse de décès visible sur cette période-là, et on voit une extrême minorité. Cette extrême minorité, c'est l'Île-de-France. Tous les départements de l'Île-de-France en ont. Il y en a dans l'Est, il y en a dans le Nord, et il y a le Rhône. Et c'est tout. Dans tous les autres départements, il ne s'est rien passé. Donc quand on montre un graphique français en disant « Regardez, il y a des morts en France », il n'y a pas des morts en France. Il y a des morts en plus, seulement dans certains territoires extrêmement spécifiques. Et à partir de là, si on revient un petit peu sur le graphique précédent, oui, non, ça ira. En fait, il faut se poser, oui, sur celui-ci. Donc quand on voit notre bosse de mortalité française sur la période du confinement, il faut quand même se poser la question de quoi sont décédés les gens. Est-ce qu'on est bien sur un virus, une épidémie qui est vraiment seul responsable de ce qui se passe, mais sans aucune cohérence géographique,
Ou est-ce qu'il ne faut pas se poser des questions sur les mesures qui ont été mises en place, à certains endroits particulièrement, et qui pourraient être responsables de cette hausse de mortalité? Et je consacre un chapitre entier à regarder ce qu'il y a dans les résultats des rapports qui ont été écrits, que ce soit l'ATIH ou bien des rapports de Santé publique France, etc., qui montrent que sur la période de confinement, on n'a pas soigné les gens. C'est-à-dire qu'on a dit aux gens, restez chez vous, ne vous soignez pas. Et on voit qu'ils ne venaient pas aux urgences, notamment aux urgences cardiaques et AVC. On voit aussi que sur cette période-là, c'est une période où on a dit aux gens, ne consultez pas de médecin. Et donc, on a des gens dont la santé s'est dégradée de manière assez forte, quoi qu'ils aient eu. Et quand ils arrivaient à l'hôpital, on a un énorme taux de décès jour 1 d'arrivée à l'hôpital parmi ceux qui sont marqués Covid-19. Ce n'est pas normal. On a également une doctrine qui a été mise en place qui était de dire que les personnes âgées en EHPAD, dès qu'elles toussaient, on considérait qu'elles étaient malades du Covid-19 forcément. Et dans ces cas-là, le seul soin possible, c'était du palliatif. Or, si on replace un soin classique par un palliatif et qu'on a une hausse de décès, c'est complètement normal. C'est juste qu'on a changé de stratégie. Et si on additionne ces différentes... À l'hôpital, il faut rajouter aussi que le seul soin proposé, c'était une intubation profonde avec une mise en sédation, un coma artificiel, ce qui a pour effet de tuer beaucoup de gens qui ne résistent pas à ça. Et si on additionne tout ça, la totalité de la bosse française que l'on observe s'explique entièrement. Et il n'y a pas besoin de faire intervenir la létalité d'un virus pour l'expliquer, ce qui explique très bien pourquoi l'Allemagne, notre voisin, n'a pas ces problèmes, puisqu'elle ne met pas en place les mêmes mesures. Et donc ma remarque de statisticien, c'est si j'explique totalement la bosse française de par ce qu'on appelle la diétrogénie, le fait de faire quelque chose aux gens dans un contexte particulier de peur qui explique cette bosse, je dois me poser la question, est-il raisonnable d'accuser le virus d'être responsable? Oui, mais alors là, je ne peux pas vous suivre. Je ne peux pas vous suivre. Parce que quand je regardais les chiffres, donc vous voyez qu'on peut avoir les mêmes chiffres, mais pas la même interprétation. Tout à fait. Il y a quand même eu des pics, donc on voit 2 pics tels que vous les avez présentés tout à l'heure en France. Et ces pics, c'est à peu près une augmentation entre 44, mettons, et 50 000 décès supplémentaires. Dans d'autres publications, ils parlent de 7% d'augmentation de décès. Donc il y a bien eu des morts. Bon. Maintenant, tout à l'heure, il y a effectivement eu des zones où il y a eu plus de morts que d'autres, plus de malades que d'autres, où l'épidémie par ce virus que vous sous-estimez complètement. Moi, ce qui m'inquiète quand même quand je vous écoute, c'est qu'il y a bien eu des morts liées au Covid. Il y a bien eu des gens qui ont perdu des proches liés au Covid. Ce Covid, il a énormément surpris par sa façon de faire. Souvent, on parle d'un virus diabolique, dans la mesure où il y a une protéine spike. Cette protéine spike, il s'est avéré qu'elle était toxique et qu'elle a pu entraîner, vous voyez, des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Et d'ailleurs, il y a des gens qui ont pris le Covid et qui sont maintenant en Covid long. Et il y a des tas de médecins qui ont des difficultés énormes à soigner ces gens-là. Parce qu'il y a des problèmes de thrombose, parce qu'il y a des problèmes de caillots, parce qu'il y a des problèmes d'inflammation, etc., etc. Que ça touche même le système nerveux. Il y a des gens qui ont perdu l'odorat, qui n'ont toujours pas retrouvé. Donc, vous ne pouvez pas dire... Et là où je vous suis, c'est quand vous dites, en fait, on aurait pu éviter des morts. Éviter des morts par l'intervention des médecins, je vais te donner la parole, par le fait qu'on a appliqué un protocole dans les hôpitaux lié à l'intubation, où on savait que 50% de gens ne pouvaient pas s'en sortir, par le fait que dans les EHPAD, il y a eu des tris, parce qu'effectivement, quand dans les services de réanimation, il y a eu saturation, même s'il n'y avait pas eu saturation sur l'ensemble du fonctionnement de l'hôpital. Mais là, on a préféré garder les gens dans les EHPAD, quitte à leur donner du Rivotril par le GIR, là, ce groupement d'intervention, qui était quand même un truc incroyable, où on a favorisé leur mort. Ça, je suis d'accord. Mais de dire que ce pic n'existe, si vous voulez, vous moyennez sur l'ensemble de l'année, alors que ces pics existent, c'est qu'il y a bien eu des morts liées au Covid. Qu'on les a amplifiés par une mauvaise gestion de la pandémie, oui. Mais de dire qu'il n'y a pas de pandémie et qu'il n'y a pas de Covid, non. Voilà.
Alors, je voudrais... ma collègue, là, qu'est-ce que t'en penses? Alors moi, ce que j'en pense, on a vu sur la carte que l'Alsace était une région bien touchée. Et donc, rien que dans mon canton, moi, j'ai eu des élus, puisque nous étions aux premières loges en campagne municipale, qui sont tombés malades. Et certains sont décédés, donc très, très autour de moi. Mais je dois aussi... avouer qu'ils n'ont pas été soignés. C'est que ce sont des personnes qui très vite sont restées à la maison isolées. Tous les jours, le médecin disait restez à la maison. Et c'est quand ils suffoquaient que finalement on les a emmenés à l'hôpital, aux urgences et entubés. Et que d'autres, et bien sûr que en restant à la maison, en confinant, il y a les enfants, il y a les petits-enfants, il y a tout le monde qui est là. Et si ça avait été une grippe ou une gastro, on ne serait peut-être pas mort, mais on aurait pu aussi se contaminer. Alors moi, je voulais vous poser la question, dans cette mortalité, quel est le profil des personnes décédées? Parce qu'on a quand même engagé ensuite vraiment une politique sur la jeunesse. Qui est pour moi, au niveau de la santé mentale aujourd'hui, on voit les répercussions, puisque les jeunes n'avaient pas le droit de sortir. On a vraiment imposé, moi j'ai vu dans les écoles, en tant qu'élu, ce que nous devions avoir comme protocole. Et ça a fait monter la peur, ça a en fait mis les générations les unes contre les autres. Donc quel est le profil des gens décédés, leur âge, et est-ce que finalement dans la jeunesse, il y a eu des décès? Alors sur le tout premier graphique que l'on a vu là avec les courbes en barre, j'ai séparé les plus de 65 ans des moins de 65 ans. Ouais. Donc c'est le premier graphique ici sur la France et l'Allemagne. Et donc vous voyez la courbe, enfin les barres bleu clair en bas, ce sont les moins de 65 ans et les bleus foncés, ce sont les plus de 65 ans. Quelle que soit l'interprétation que l'on puisse faire de tout ce qui s'est passé, de toute façon, il n'y existe aucune trace de quoi que ce soit pour les moins de 65 ans en Europe. Donc il ne faut pas raconter et faire peur aux gens. Les seules personnes sur lesquelles on observe des hausses de décès, ce sont les plus de 65 ans. Et ce sont des personnes en effet fragiles, qui sont malades de manière régulière, qui sont accueillies par les hôpitaux tous les jours. Les gens ne savent pas forcément, mais il y a à peu près 1000 personnes, notamment âgées, qui décèdent tous les jours à l'hôpital, ça fait beaucoup. Mais ça fait partie de... Il y a des gens qu'on soigne parmi celles-là. Et donc si on arrête le flux de soins, on obtient des pics de décès quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut repréciser. Sur l'appellation Covid-19, il faut peut-être rappeler ce que l'on appelle Covid-19 dans les définitions officielles. C'est-à-dire que nous sommes dans une maladie, une dite maladie qu'on va enregistrer en tant que Covid-19, sur lesquelles les symptômes sont la fièvre, la toux, les maux de tête, les vomissements, la diarrhée, tout un tas de choses qui finalement sont la totalité des symptômes de tout ce qui existe. Et donc, c'est-à-dire que ce qu'il s'est passé, et c'est l'objet de mon livre, c'est que nous avons eu, depuis le début de cette histoire, un comptage Covid-19. Donc, lorsque l'on dit des gens sont morts du Covid-19, en fait, on parle d'une symptomatie qui correspond à tout ce qui existe, et on met le catalogue Covid-19 en disant il y a plus de morts. Là, c'est un problème. Si on va sur la dernière slide un peu plus loin, dans cette présentation, il se trouve que c'est l'OMS qui décide de la dénomination de toutes les maladies qui seront enregistrées par les hôpitaux et les médecins, dans ce qu'on appelle la CIM10. Sur le graphique précédent, là, ce que je montre dans le livre, c'est qu'au-dessus, dans les hôpitaux, la première chose que font les hôpitaux quand vous arrivez, c'est qu'ils vous enregistrent selon un certain code de diagnostic principal. À partir du 30 janvier 2020, l'OMS dit on rajoute un code d'urgence dans la nomenclature des maladies qui est le code Covid-19. À partir de cette date, les hôpitaux vont commencer à rentrer du code Covid-19 quand ils voient des malades, des symptômes de tout. Et ce que l'on observe ici, les codes Covid-19 permettent de rentrer dans la case en jaune infection respiratoire aiguë. Et ce code-là a gagné 500% d'augmentation en 2021 et 2020 et 2021. Et si on regarde finement, toutes les autres pathologies respiratoires, les pneumonies, l'asthme, les grippes, les bronchites, les grippes, sont effondrées. Ce qui veut dire qu'il n'y a quasiment aucune augmentation des infections respiratoires à l'hôpital en tout. Nous avons juste la totalité des pathologies habituelles qui ont été codifiées en Covid-19. C'est un problème en termes de survie, en termes de soins, parce que si on dit Covid-19, ça ne soigne pas, alors que le reste, on soignait avant, nous obtenons les mêmes malades des mêmes choses que l'on ne soigne plus. Et donc s'étonner que nous ayons des pics de mortalité pour des malades qu'avant on soignait et que dorénavant on ne soigne plus, moi en tant que statisticien, ça ne m'étonne pas. Donc tout à fait, il y a des malades, mais c'est une question de codification. Mais il aurait fallu... Attends, il aurait fallu quand même intégrer les médecins généralistes. Or, ils ont été mis de côté.
pour moi, ça, c'est une très mauvaise gestion que l'on a fait de l'épidémie du Covid. Parce que ces gens-là, ils recevaient avant les personnes âgées, ils pouvaient anticiper, ils pouvaient faire de la prévention. Or là, on les a mis de côté en disant, vous restez chez vous avec du Doliprane. Et donc, c'était en dernier ressort, quand ils avaient des symptômes importants, qu'ils allaient à l'hôpital. Et moi, je peux témoigner, j'étais maire à l'époque, quand on avait un décès, le décès arrive à la mairie, la famille vient et on lui dit il est décédé de Covid, puisqu'on était... Les familles disaient non, or il était Covid sur l'acte de décès. Et les familles, moi je l'ai vu concrètement, disaient mais non, il n'est pas mort du Covid. Mais il était codifié Covid sur l'acte de décès. Pour des raisons X et Y que vous expliquerez peut-être, mais au niveau financier, il y avait quand même des intérêts peut-être qui ont incité ou à codifier Covid. Mais est-ce qu'il n'y avait pas des diagnostics, quand même, des tests qui permettaient de dire il a le Covid ou pas le Covid? Parce qu'il y a toute la polémique sur mort du Covid ou mort avec le Covid. Qu'est-ce qui permettait de les distinguer? C'était quand même bien un test, non? Au début de cette histoire, en mars, il n'y avait pas de test déployé, même dans les hôpitaux. Donc en fait, c'était sur des symptômes dits cliniques, mais comme je disais, ça regroupe la totalité des maladies existantes. Mais ensuite, le test n'a rien arrangé, puisqu'il se trouvait positif ou négatif, et on le verra plus tard, selon quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer et qui n'a pas de lien avec l'état de la symptomatie des gens. Ce qui veut dire que des gens qui étaient malades avec des symptômes grippaux, habituellement qu'on aurait mis dans un casque grippe, se retrouvaient dorénavant dans un casque Covid-19. Sur la slide suivante, d'ailleurs, on voit très bien, ici, c'est le réseau Sentinelle, qui est le réseau des médecins qui compte les malades chaque année et qui suit chaque année l'épidémie dite grippale, avec les malades des symptômes grippaux. Et l'on voit qu'en France, il y a, selon les hivers, c'est le taux d'incidence pour 100 000 habitants, c'est-à-dire on peut avoir 800, 1000 malades pour 100 000 habitants chaque semaine en hiver à certaines époques. Et là, on voit sur l'avant-dernier pic, on a un pic complètement inexistant, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on introduit les tests et le code Covid, les médecins ne rentrent plus la case grippe quand ils ont des malades l'hiver, ils rentrent dans la case Covid-19. D'ailleurs, c'est très intéressant que ça revienne après, c'est-à-dire qu'en 2020, on dit il n'y a pas de vaccin Covid. Donc quand les médecins voient des malades, des symptômes habituels, ils disent c'est Covid-19, vous n'êtes pas vacciné. Et à partir de l'année suivante, les gens reviennent avec les mêmes symptômes que l'année d'avant, sauf que là ils disent vous êtes vacciné contre le Covid-19, donc je vous rentre en grippe. Donc on est bien dans quelque chose qui a trait au comptage et on n'est pas en train de suivre une épidémie de malades, vous l'avez dit, on est en train de suivre une épidémie de codes de gens qui vont être codifiés d'une certaine manière. Oui, mais là quand même, on peut expliquer que je trouve que le code Sentinelle n'est pas très valable parce que comme tous les malades sont allés à l'hôpital sans passer par les médecins, et Sentinelle, ça touche les médecins, puisque c'est eux qui faisaient remonter le fait si on était malade de la grippe ou du Covid, etc. Donc c'est pas très significatif. Alors oui, par rapport aux conditions dans lesquelles on a amené les malades dans l'hôpital. Question suivante, peut-être sur la saturation des hôpitaux, puisque vous avez tout un chapitre dans votre livre où vous nous expliquez comment et ce qu'on a diffusé que les hôpitaux étaient saturés. Or, moi j'ai aussi sur ma région et ailleurs, on en a parlé, les hôpitaux ou les cliniques privées étaient vides. Et puis, nous, chez nous, à Mulhouse, on a construit un hôpital de campagne militaire. On avait des vues en boucle sur les différentes télévisions françaises qui montraient... Ça a duré 10 jours, la construction de l'hôpital. Et puis, pendant 10 jours où il a fonctionné, on n'a pas eu une seule image. Donc, ça aussi... Je vais vous dire, ça a un peu abondé mes doutes. Et il y a donc une clinique privée à côté de l'hôpital public de Mulhouse qui, elle, avait de la place. Donc tout ce genre de décision fait qu'on arrive à se poser des questions. Oui, alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette saturation des hôpitaux? Elle était réelle. Eh bien, moi, en tout cas, j'y croyais fermement au moment où les images ont été montrées. Donc, je pensais vraiment qu'on était en saturation totale, déjà à cause des images, et puis parce que l'hôpital sature tout le temps. C'est-à-dire que dès qu'il y a une épidémie dite grippale l'hiver où les gens sont malades, de toute façon, l'hôpital est saturé. On l'a vu sur la bronchiolite cet hiver, d'ailleurs. Oui, et puis 2015, on avait des patients qui mouraient dans les couloirs. Marisol Touraine a fait le tour des hôpitaux pour s'expliquer de ce sujet. Et donc, on a décidé de continuer de supprimer des lieux d'hôpitaux. Tant qu'à faire. 2017 aussi, il y a eu des problèmes. Il y a des problèmes tous les ans. À chaque fois qu'il y a un problème épidémique en France, avec des personnes âgées malades notamment. Et donc moi, me disant qu'il y a bien une épidémie à cette époque-là et donc des personnes malades supplémentaires, je suis persuadé que ça sature. Je rappelle que 2019, on avait une énorme partie des services d'urgence français qui étaient en grève depuis très longtemps parce qu'ils disaient qu'ils étaient saturés tout le temps. On a une démission même de directeurs d'hôpitaux au mois de février 2020 qui protestent en disant on n'a pas les moyens de faire face à quoi que ce soit. Donc moi, je suis persuadé que ça va saturer.
Sauf qu'en octobre 2020, on a un rapport qui sort, qui est le rapport de l'ATIH, qui est l'Agence technique de l'information hospitalière, et qui nous montre qu'en termes de nombre de séjours sur l'année, la part des Covid en nombre de séjours, c'est 2%. Et donc moi, je suis extrêmement surpris qu'on n'ait vu qu'une seule maladie à l'hôpital, médiatisée par la télévision, qui nous montre comme si l'hôpital était construit pour du Covid en France et qu'il n'y ait que 2% de malades Covid-19. Le rapport dit, pour les décès, c'est un peu plus, c'est 11% des décès Covid-19. Mais si on regarde le rapport, on se rend compte que bien, les décès estampillés Covid-19, ce sont des personnes très âgées. Et il se trouve que, comme je dis tout à l'heure, il y a une personne sur deux qui décède à l'hôpital en France. Donc, une grosse partie des personnes âgées viennent décéder à l'hôpital. Donc, quand on voit un 11%, c'est normal, on parle des personnes âgées. C'est même rassurant. Bon, la suite du rapport, je me disais quand même, ça n'a pas saturé sur l'année, d'accord, mais quand même, il a dû se passer des pics assez forts de saturation, notamment pendant les périodes où on voyait les caméras. Le rapport nous montre, ici, on a l'utilisation de l'hôpital chaque mois, et on voit qu'au mois de janvier-février, on a une utilisation de l'hôpital normale, mais qu'à partir du moment où il y a plan blanc, en fait, là, en mars-avril, là où on a eu toutes les images de la télé qui nous montraient les hôpitaux saturés, en fait, les lits étaient à moitié vides. La moitié des lits français étaient vides. Et si on fait même le bilan sur l'année, 2020, c'est l'année où on a le moins soigné les Français. Il y a 10% de recul d'hospitalisation par rapport à d'habitude. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas soigné les gens. Donc quand on regarde et qu'on dit qu'il y a un peu plus de morts, sachant que c'est là qu'on a le moins soigné les gens, il faut se poser des questions sur à quoi sert l'hôpital. Oui, mais quand même, je reviens moi sur ces graphiques. On peut quand même dire que les lits de réanimation ont été saturés pendant mars-avril ou octobre-novembre par manque de lits. Et d'ailleurs, il y a eu un transfert de lits de soins continus en réanimation. Sauf que la réanimation demande du matériel et demande des gens qualifiés. Il manquait des médecins, par exemple, en réanimation. Il manquait des infirmières en réanimation. Et quand on voit ce que représente la réanimation, c'est très faible dans un hôpital. C'est pour ça qu'il y avait des grèves. Parce que les gens disaient, on n'a pas assez de lits de réanimation. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si vous lissez sur l'année, il n'y a pas de saturation. Mais pendant ces phases de pic, il y a bien eu saturation des lits de réanimation. Et par contre, tout ce qui était chirurgie, tout ce qui était oncologie, etc., c'est comme si on avait fermé les services. Et en plus, il y a eu une très mauvaise adaptation entre le privé et le public. Vous voyez, si on va dans le détail du fonctionnement de l'hôpital, on ne peut pas dire que les hôpitaux étaient vides. Il y a eu quand même des phases où ça a saturé. Y a-t-il eu saturation que dans certains départements qui étaient particulièrement touchés Moi, je connais des gens dans d'autres départements où il n'y avait rien. Mais nous, bien sûr, dans les régions touchées, on avait cette impression aussi. Est-ce que sur les autres départements, il n'y avait pas de saturation des... Alors, j'ai deux explications. La première, c'est qu'il faut quand même rappeler, on va le redire, ce qui était considéré comme étant le soin normal de l'hôpital pour la période. Je rappelle ce qu'on a vu sur les codages, c'est-à-dire que nous avons les mêmes malades que d'habitude, qu'on va considérer Covid-19 alors qu'ils ont les symptômes qu'on aurait auparavant attribués à autre chose, qu'on décide de ne pas soigner, on laisse la situation pourrir. Et ensuite, quand ils arrivent à l'hôpital, le soin qui est proposé sur mars-avril 2020 notamment, c'est de faire de l'intubation profonde avec mise en coma artificielle. Si vous faites ça, soit la personne décède tout de suite, soit elle va rester 3 semaines. Et donc, vous obtenez une saturation artificielle des services du fait que vous changez de méthode de travail, alors que l'hôpital n'est pas fait pour ça. Donc, ce n'est pas un virus qui sature, c'est une méthodologie de travail. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand on regarde les chiffres, il n'y a pas eu du tout non plus de saturation de la réanimation au niveau français. Ce qui s'est passé... Dans certains hôpitaux aussi, quand même. Bien sûr, mais il y en a tout le temps. Donc vous pouvez toujours trouver un hôpital qui sature à un certain moment. Et c'est le cas, mais même quand il n'y a pas d'épidémie, il y a toujours des services de saturés. Si vous y envoyez les caméras, vous pouvez faire des belles images d'un service saturé, sachant qu'il y en a toujours un en France quelque part. Au niveau français, ce qui s'est passé, c'est que vous l'avez dit, en fait, je crois que c'est la slide suivante, les soins critiques... Non, je ne l'ai pas mis, parce que c'était trop compliqué. Les soins critiques en France sont divisés en lits de soins continus, soins intensifs et réanimation. Pour la période de mars-avril 2020, et ça a perduré après, à d'autres moments, on a dit les services de soins continus, on ne va plus les considérer en services de soins continus, les lits, on va les considérer en réanimation. Ce sont les mêmes lits aux mêmes endroits avec les mêmes personnes qui travaillent, on n'a pas rajouté des gens, mais on a juste changé la catégorie. Et donc ça vous fait un nombre de lits de réanimation qui a été multiplié par 2. Vous regardez les statistiques, l'augmentation du nombre de personnes dans ces lits, lui, a été augmentée de 66%.
Si vous faites le calcul, si vous avez 100 lits, vous passez à 200, vous en avez utilisé 166, nous n'avons jamais été en saturation. Et s'il y a une augmentation des chiffres, c'est uniquement parce que des personnes qui auparavant auraient été considérées soins continus ont été considérées comme faisant partie de la réanimation parce qu'on a fait un changement de comptage. Et on est encore dans le cas, il faut se méfier du comptage, puisqu'en faisant de la tambouille interne, en modifiant des lits, on change le comptage, il ne faut pas aller trop vite dans les conclusions. Et donc je maintiens le fait que même au niveau de réanimation, niveau France, il n'y a pas eu de problème de réanimation et de saturation, il y a eu des transferts. Et aussi, encore une fois, le fait de passer les gens en intubation profonde, ça pose des problèmes en termes d'organisation. Et alors, toutes les images qu'on a vues où on voyait des trains avec des malades qui partaient dans l'Est, enfin surtout à l'Ouest, oui. qui partaient aussi en Allemagne, se faire soigner en Allemagne, avec les avions même. Alors c'était quoi? C'était du théâtre? Moi, j'espère que ça n'a pas été pris sur le budget de la Sécu, mais plutôt sur le budget de communication de l'État. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet. D'accord. Alors, moi, je vais venir sur une autre question, si tu permets. Venir sur les tests. Et vous avez écrit dans votre livre, Pierre, compter les tests positifs ne fait pas l'épidémie. Donc, la relation entre le test et le malade. Et c'est très intéressant, puisqu'on a été soumis à test toutes les 24 heures. On est quand même en France le seul pays qui a imposé ça à sa population. Un test toutes les 24 heures. On a cumulé en France d'ailleurs toutes les restrictions. Exactement. Ce qui fait une épidémie, c'est le nombre de malades. Et donc là, ça va être la slide suivante. Et donc ça, ce sont des chiffres. Alors, ce doit être SOS Médecins, mais les réseaux Sentinelle, c'est pareil. Et c'est Laurent Toubiana qui le redit. Une épidémie, c'est un moment où il y a plus de malades. Et donc, ce que l'on doit compter, ce sont les malades. C'est les malades qui font l'épidémie. Bon, déjà, pour l'histoire de H1N1, on avait beaucoup reproché à l'OMS il y a 10 ans d'avoir changé sa définition de maladie, où avant même une épidémie, c'était des malades graves. Et donc là, il suffisait d'avoir des cas pour déclencher la panique. Et donc là, il n'y a même plus besoin d'avoir des malades. Ils se contentent d'avoir ce qui s'appelle des cas, c'est-à-dire c'est sur la base d'un test qu'on peut prétendre qu'il y a une épidémie. Ça, c'est extrêmement grave. Donc ça, selon SOS Médecins, et selon aussi, pareil, le réseau Sentinelle, ici, on a 3 courbes qui sont les courbes d'incidence grippale de ces dernières années. On a 2018-2019, 2016-2017 et 2014-2015, je crois, qui sont les courbes en haut. Et on voit qu'au niveau de ces pics de maladies-là, on avait entre 500 et 800 malades pour 100 000 habitants toutes les semaines. Ça, c'est considéré comme un seuil épidémique franchi. On a une épidémie. Toutes les courbes en rouge. Ça, c'est réseau Sentinelle. Hein. Et celui-là, c'est peut-être SOS Médecins, mais réseau Sentinelle, c'est le même graphique. Et si vous regardez en rouge, ce sont les malades vus par des médecins, c'est-à-dire des gens qui se considèrent suffisamment malades pour consulter, enregistrés en tant que Covid-19, c'est les courbes rouges. On n'a jamais dépassé 150 malades pour 100 000 habitants, ce qui veut dire que ça s'appelle un bruit de fond. On ne peut pas considérer à aucun moment que nous ayons aucune épidémie de vrais malades en France depuis le début de cette histoire. Oui, parce que j'ai lu que pour la grippe, c'est 800 malades pour 100 000 habitants. C'est ça. Et on ne considère pas ça comme une pandémie. Non, on considère ça comme une épidémie que les médecins gèrent d'habitude. Là, on est à 150. On peut toujours dire l'argument, mais on a dit... Oui, je vous ai donné mon argument. C'est le réseau Sentinelle ou ce que vous voulez d'autre, où on a minimisé les malades puisqu'ils allaient à l'hôpital ou ils restaient chez eux. Voilà. Ça, c'est vrai en première phase. Pour moi, c'est un chiffre qui n'est pas très significatif. C'est tout à fait vrai dans la première phase, et notamment le premier pic que l'on voit de mars-avril. Je veux bien tout à fait entendre cet argument. En revanche, l'argument tombe à partir du moment où on est 2021, 2022, et on dit qu'on a des vaccins, on est toujours en pandémie. Et là, on voit bien que les chiffres n'ont pas augmenté. Donc, c'est-à-dire qu'on ne voit pas de traces, on n'est pas capable de justifier l'état de pandémie sur la base des malades avec les chiffres qu'on a. Et tout passe par le cas, en effet. Et c'est la slide suivante où il faut bien se rendre compte, ah oui, ça c'était les grippes que je montrais face au Covid, on a fait une inversion de la scientifique médicale depuis 3 ans, donc il faut arrêter absolument, c'est-à-dire qu'on a confondu un cas, c'est-à-dire une personne qui a un test positif pour une quelconque raison, quelle qu'elle soit, qualité du test, etc., on va en parler, et un vrai malade. Et les pandémies, les épidémies, ce sont des malades. Et donc là, on a laissé tomber le sens, on a dit malade, on s'en fiche, ce qui va faire foi pour dire qu'on est en épidémie, c'est le test. Si on prend un exemple que les gens connaissent, imaginons qu'on a le test de grossesse, c'est la slide suivante. Voilà, tout le monde sait bien que voilà, quand une femme est enceinte, qu'elle veut savoir si elle est enceinte, elle peut uriner sur un test de grossesse. Bon, le test de grossesse ne fait pas foi. On considère qu'ils sont extrêmement fiables, c'est-à-dire qu'ils sont fiables à 99,9% si on veut.
Mais si on s'amusait à faire pipi sur un test de grossesse aux 30 millions de petits garçons européens, Il y en aurait. et qu'il se trouvait qu'il y en avait un qui avait un test positif, est-ce qu'on lui ferait démarrer un suivi de grossesse asymptomatique, puisque c'est un garçon? On ne ferait pas ça. Ce qui fait foi, c'est bien savoir si on est enceinte ou pas. Et si une femme est enceinte et qu'elle a un test négatif par hasard, on ne va pas lui dire, on ne va pas dire tu n'accouches pas, on refuse votre accouchement, rentrez chez vous, sur la base qu'elle a un test négatif. Ce qui fait foi, c'est suis-je enceinte ou pas. Et d'ailleurs, pour mesurer l'efficacité d'un test de grossesse, eh bien, on le compare aux femmes enceintes. C'est bien le femme enceinte qui est le gold standard pour dire, voilà... Mais là, il y a une est-ce que très c'est bonne efficace? efficacité du test quand même. Il y a une excellente efficacité du test, mais pour Covid-19, comme il n'y a pas de symptomatie, puisqu'on a dit tous les symptômes peuvent rentrer dedans, on est incapable de faire un gold standard clinique. Donc on est incapable Alors de tester. là, je vous arrête un peu parce qu'en tant que biologiste, il y avait perte d'odorat, d'odeur, et il y avait aussi scanner thoracique. Il y avait quand même dans les hôpitaux, on faisait un scanner qui indiquait qu'il y avait vraiment l'appareil respiratoire qui avait été particulièrement touché et qu'il y avait même une inflammation, etc. Donc il y avait quand même des indices qui montraient que c'était lié au Covid. Mais ce sont des indices qui peuvent être liés à d'autres pathologies et d'autres maladies enregistrées autrement d'habitude. Et donc, y a-t-il Oui, mais une enfin, on ne spécificité? faisait pas des scanners de façon comme on a fait dans les hôpitaux pour savoir si c'était le Covid. Hein. Mais je suis d'accord. Et du coup, on apporte un biais, c'est-à-dire qu'en pratiquant des choses que l'on ne faisait pas, notamment des scanners systématiques, on découvre des choses qu'on n'avait pas observées avant parce qu'on ne faisait pas de scanner. Et donc, dire que c'est spécifique alors que l'on fait quelque chose de nouveau, eh bien là, on n'est pas dans la preuve, on est dans la confirmation de ce que l'on a envie de dire. Oui. Ça permet d'entretenir. Mais de toute Donc, façon, les tests. Pardon? Donc les tests vont faire beaucoup de malades, vont donner beaucoup de malades finalement. Tout à fait. Et donc, il faut se poser la question, est-ce que je suis vraiment en train de parler de malades ou de juste tester positif? Et on a le ministère de la Santé qui nous montre ce tableau avec toutes les données, qui nous fait la distinguo. Ai-je un test positif ou négatif? Et suis-je malade ou pas malade? Ça fait 4 cases, puisqu'on peut être dans 4 cas différents. Eh bien, on peut voir notamment que sur toute l'année 2021, si on passe slide suivante, voilà, pendant tout le début de l'année 2021, on a un problème de positivité parce que les tests positifs, en tout, représentaient moins de 5% des tests totaux. C'est-à-dire que même si on considère le test très fiable à 95%, il est tout à fait possible que ces 5% de positivité soient juste l'erreur du test, qu'on ne sait pas mesurer. Et donc, c'est-à-dire que dans toute l'année 2021, et notamment l'été, là où il y a le pass sanitaire, on dit qu'il y a une épidémie, alors qu'on est en train de multitester les gens, et le hasard du test fait qu'on trouve des positifs à l'intérieur. Donc là, on a un vrai problème de se dire, est-ce que vraiment je mesure quelque chose qui existe chez les gens, ou est-ce que je suis dans la sensibilité de mon test qui est mal calibrée? On n'en sait rien. On peut quand même se demander si le test sert à quelque chose, et il trouve quelque chose avec la maladie. C'est la slide suivante. Eh bien, si on regarde, si j'ai un test positif, je peux être symptomatique ou asymptomatique, c'est-à-dire malade ou non malade. Et qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, si j'ai un test positif, je suis majoritairement non malade. C'est un problème, puisque là, on trouve que les tests n'ont pas de rapport avec la maladie et la symptomatie décrite. Si on se pose la question dans l'autre sens, j'ai des symptômes dits Covid-19, on me dit que j'ai le Covid-19, je fais un test, et bien en écrasante majorité des cas, j'ai un test négatif. Donc c'est-à-dire que ni dans un sens ni dans l'autre, on a le test qui correspond à aucune maladie connue. On peut aller un peu plus loin, puisque là on se dit, à partir de 2022, on a le taux de positif qui augmente. Et donc là, vous allez me dire, bon, le Covid arrive, ça y est, on est en 2022, ouf, on a enfin le Covid qui arrive chez nous. Et en fait, ce qui se passe en plus, c'est que toutes ces statistiques, elles ne sont pas comparables entre elles, puisque la méthodologie de test a changé tout du long. Et notamment avec la découverte des nouveaux variants, plus on a des laboratoires qui trouvent des variants, plus on les ajoute au test, et plus le spectre de ce qu'on cherche est large, et donc plus on augmente la positivité. Et donc, on n'est pas en fait de découvrir quelque chose qui arrive, on est en train d'élargir un spectre et d'augmenter la positivité de manière artificielle. On peut même aller encore plus loin, c'est que 2022, c'était toujours sur la slide précédente, on trouve que là, on est pendant l'hiver et on voit quand même qu'il y a plus de symptomatiques. C'est l'hiver, c'est-à-dire que l'hiver, on a plus de malades que l'été et donc on a un taux de symptomatie qui augmente, on a un taux de positif qui augmente parce qu'on est en train de changer la règle du jeu. Et donc, on a l'impression de voir quelque chose qui a du sens, alors qu'on est juste en train de mesurer tout et n'importe quoi, et en changeant les règles au fur et à mesure. Est-ce que vous voulez dire qu'il y a eu une course aux variants pour être le premier, pour la notoriété, puisque au fur et à mesure, on nous donnait ça, il y a un nouveau variant, et on a vu des variants émerger avec des noms bizarres, mais qui pouvaient augmenter alors le nombre de malades? Mais je le montre de cas.
même nombre pas, de pas de cas. malades. Mais en effet, on a un vrai problème avec le focus qui est fait sur tout l'argent qui est mis dans la recherche des variants en virologie et toutes les recherches génétiques, c'est que une énorme partie de l'argent part dans cette recherche-là, et si on considère que toutes les maladies sont dues à un virus forcément et qu'on ne regarde que ça, on va toujours trouver quelque chose qui nous satisfait. Et ensuite, produire un test et un vaccin. Donc on a un problème de vouloir regarder qu'un seul pan de la médecine qui est ça, et d'avoir tous ces labos qui travaillent sur Oui, mais uniquement ce vous spectre. faites un amalgame de beaucoup de choses, je trouve. Que, en fonction de ce que vous nous dites, que les tests ne mesuraient pas grand-chose et que les tests n'étaient pas significatifs d'être malade ou pas. Il y a eu tellement de faux positifs, hein, où les gens, ils étaient positifs, mais ils n'avaient aucun symptôme. Et puis, comme vous l'avez montré. Moi, je suis assez d'accord avec ça, où on a utilisé le test. Et d'ailleurs, même d'un point de vue médiatique, chaque fois on parlait du nombre de positifs, Oui, mais pas de comme si malades. c'était des malades, alors que ce n'était pas forcément des malades, et votre tableau le montre. Mais de là à dire, vous parliez de variants, il y a eu quand même des phases épidémiques dans certains pays qui ont montré qu'il y avait une propagation et après on les retrouvait en dominance au niveau de l'Europe. Vous n'allez pas me dire que ça n'existait pas. Il y a bien eu des variants, on l'a vu sur Delta, on l'a vu sur d'autres et le dernier Omicron. D'ailleurs, Omicron, il passait toutes les barrières parce qu'on avait beau être vacciné, on pouvait être malade du Covid. Donc il y a bien eu des virus qui étaient plus ou moins virulents et que les gens supportaient plus ou moins, puisqu'il y a eu quand même des pics à d'autres moments. C'est l'interprétation qui est faite a posteriori, c'est-à-dire qu'on teste Mais d'abord oui, mais et souvent, ensuite... vous faites vos chiffres a posteriori. Hein. On teste d'abord. Mais du coup, on ne peut pas Et donc, présenter sont ça à- comme une réalité, et puis ensuite, mais c'est bien l'interprétation qu'on fait ensuite. Oui. Et notamment sur les variants, il se trouve que il y a quand on a dit avoir un variant et qu'on s'est mis à tester les gens pendant l'été, comme les gens ne sont pas malades l'été, on a dit du coup c'est un variant qui ne fait pas de symptômes. C'est juste que les gens ne sont pas malades l'été, donc si on les teste sur un truc et qu'on trouve des positifs, on dit que ça ne fait pas de symptômes. Inversement, quand on trouve un nouveau variant l'hiver, il se trouve que les gens sont malades l'hiver, et donc on va dire, voilà, nous avons une corrélation entre maladie et nouveau variant, et donc on dit que c'est le variant qui rend malade. Ce sont des corrélations statistiques. Donc après, a posteriori, on peut donner l'explication, c'était donc le variant malade virulent ou symptomatique, mais c'est qu'une corrélation statistique et temporelle. Alors, avec l'instauration du pass sanitaire, on est arrivé à la vaccination de masse. Tout Oui. âge confondu, fragile ou pas fragile, tout le monde y est passé. Et là, c'est là un petit peu que moi, ma réaction, elle a été plus importante en me disant, mais c'est insensé de vacciner de masse. On sait normalement, la vaccination, elle est choisie et elle peut avoir des effets indésirables. On n'a pas pris du tout l'individu lui-même, avec ses particularités et ses composantes. On a créé des vaccinodromes où les gens se faisaient piquer à la chaîne, où ils ne savent même pas qui les a injectés. Et ça m'a semblé un peu surnaturel, de la science-fiction. Et je pense que dans 20 ans, dans 30 ans, quand on regardera, ça paraît incroyable. Donc on a robotisé les gens, les gens sont allés pour se faire injecter. Et le pass sanitaire, vaccination de masse, aujourd'hui, qu'est-ce que vous donnent les chiffres sur cette vaccination de masse? Vous en parlez aussi dans votre livre. Est-ce que vous pouvez nous détailler ce qu'il en ressort? Oui, alors ce que les gens sont rarement conscients, c'est que les vaccins n'ont pas du tout été conçus ni prouvés pour être moins malades. Il n'y a pas de recherche sur le fait d'être moins malade avec ces vaccins, ce n'est pas ce que montrent les essais de phase 3. Les vaccins protègent du fait d'être positif, ce qui est autre chose. Et ça a un rapport avec ce qu'on vient de dire. Si on regarde les études de phase 3 de Pfizer et de Moderna, elles sont construites exactement de la même manière. Il y a d'ailleurs un rapport de Christine Coton qui est disponible, qui est très bien d'ailleurs. qui permet de voir la totalité des biais qu'on trouve à l'intérieur. Le biais principal, c'est que plutôt que s'intéresser à la symptomatie, c'est-à-dire je vaccine quelqu'un, est-il moins malade, on a dit non, je vaccine quelqu'un et je regarde s'il y a moins de tests positifs. L'output que l'on regarde, c'est ils mettent une symptomatie, mais avec un test positif. C'est ça qui va compter et qui va faire la différence. Et on rappelle la slide du dessous, voilà qu'est-ce que sont les symptômes du Covid-19. Donc la fièvre, la toux, les frissons, etc., le vomissement, la diarrhée. Donc tous les symptômes sont possibles. Et c'est bien le Covid-19 qui va faire la séparation. Et dans la slide suivante, quand Pfizer montre son résultat,
il dit j'ai 162 tests positifs chez ceux qui ont reçu un placebo et 8 chez ceux qui ont reçu le vaccin. Et donc il dit efficacité à 95%, sans jamais nous dire s'il a testé de manière équivalente les deux populations. Et s'il est 162, ce n'est pas juste un biais de test où on a testé ceux qui avaient reçu le placebo et on n'a pas testé ceux qui avaient reçu le vaccin. Il aurait pu mettre en place un système où il testait tous les jours les gens de chaque côté, ce n'est pas du tout ça. Les gens appelaient quand ils disaient avoir des symptômes et on décidait si on les testait ou pas. Normalement, on décidait de les tester, mais s'il y a un problème de secret ou tout ça, on a un vrai problème et du coup c'est très facile d'avoir un biais au sein de l'étude, surtout pour des chiffres aussi petits, en ne testant pas les vaccinés. D'ailleurs, je vais préciser qu'il y a une légende qui est sortie, c'est la slide suivante, en disant que les vaccins protégeaient des formes graves. Ce n'est pas du tout ce qui est décrit dans l'étude de Pfizer. Dans l'étude de Pfizer, ils disent qu'on a trouvé 4 formes graves, c'est-à-dire 4 personnes très malades sur 40 000 personnes, dont 4 personnes très malades testées positives. Et parmi ces 4, il y en a 3 avec un placebo, 1 avec un vacciné. Et donc, ça fait une significativité de 0. C'est-à-dire qu'à aucun moment, Pfizer ne prétend que ça protège contre une quelconque forme grave. D'ailleurs, l'étude de Pfizer montre une seule chose, c'est qu'il n'y a pas de pandémie. Parce que quand on a 4 malades sur 40 000 dans le suivi, c'est que vraiment, on n'a rien vu du tout. Oui, mais enfin, c'est des études cliniques qui sont sur un nombre limité quand même. 40 000 quand même. 4 cas graves sur 40 000, c'est quand même pas beaucoup. Et surtout quand on regarde les cas graves avec les problèmes qu'ils avaient, comorbidité, âge, etc. Il y a en plus un témoignage dans le BMJ d'une chercheure qui était directrice d'un labo de Pfizer qui montre énormément de biais dans l'étude et qui dit qu'on avait des problèmes et que l'étude était bâclée dans son laboratoire et notamment il y a des problèmes de secret. Et donc si tout le monde dans le laboratoire sait qui est vacciné, qui n'est pas vacciné, eh bien c'est assez facile d'avoir une petite influence en disant aux gens de ne pas se tester. Mais donc moi ça, je trouve que l'argument de Christine Coton, qui est pour moi déterminant, c'est quand elle a regardé le protocole de Pfizer. Et qu'elle a montré que dans ce protocole, on ne mesurait pas la présence d'anticorps pour montrer que, vous voyez, au bout de 3 mois, il n'y en avait plus. Et que ça pose toute la problématique, c'est quoi ce vaccin? Et d'ailleurs, Dalfrécy parlait de vaccin médicament. Oui. Ce n'est pas un vrai vaccin. Je comprends quand les gens n'ont pas voulu se faire vacciner, qu'ils se disaient, c'est quoi ce vaccin expérimental? Oui. Par contre, moi, je voulais vous indiquer, j'ai vu une étude qu'a fait l'hôpital Hôtel-Dieu et l'INSERM, l'Université de Paris, et qui dit, parce que ça, c'est des études cliniques, quand on est maintenant dans le réel, il disait que si on fait le test en prenant la catégorie des hommes de 79 ans sur 10 000 individus non vaccinés et contaminés par le Covid-19, 1100 seront hospitalisés et 271 décéderont au cours de l'hospitalisation. Pour cette même catégorie de population, cette fois vaccinée avec Pfizer, sur 10 000 vaccinés, 54 seront hospitalisés, 13 décéderont au cours de l'hospitalisation et 2 subiront des effets secondaires graves liés à la vaccination. Tout ça pour vous dire que dans le réel, quand même, la vaccination a protégé sur des cas graves, sur des personnes âgées. Je ne suis pas d'accord. Oui, ces chiffres-là qui sont donnés, que ce soit par rapport à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu, avec l'INSERM, etc., vous les remettez en question alors? Les chiffres sont justes, leur interprétation est fausse. Et je vais dire pourquoi. Dans la slide suivante, je termine avec Pfizer, parce que Pfizer, la seule chose qu'elle montre qui est significative, c'est que les gens sont malades après la vaccination, de manière significative. C'est-à-dire que les gens, voilà, on les vaccine et derrière, ils ont des symptômes. Et si on regarde les symptômes considérés comme des effets indésirables, ce sont les mêmes qui sont considérés Covid. Donc pour les vacciner, on a de la fièvre, on a des frissons, on a la tête de la diarrhée. Classique, quoi. On dit, c'est le vaccin qui fait ça. Ouais. Quand on est non vacciné, on dit c'est le Covid. Pour les mêmes symptômes. Donc là, un énorme biais d'interprétation des deux. Et comme on ne sait pas qui a été testé, qui n'a été pas testé, c'est tout là qu'arrive le biais. Et il se trouve que, c'est la slide suivante, tous les pays qui ont accepté de faire de la vaccination et qui ont voulu le faire de masse ont mis en place le pass sanitaire. Le pass sanitaire, ça fait quoi? Ça fait que l'on force les non-vaccinés à se tester, alors que les vaccinés n'ont pas besoin de se tester. Et donc, on organise un biais de test qui est flagrant. Et il n'y a aucune étude, ni celle de l'INSERM, ni celle d'Epifar, ni celle de l'adresse, ni celle qui a validé en Israël, qui corrige le biais du test. C'est-à-dire qu'on va tester prioritairement les non-vaccinés. D'ailleurs, on va même les multitester, ceux-là, jusqu'à avoir un test positif. Alors que les vaccinés, au pire, on les teste qu'une fois. Mais donc, on a un énorme biais. Et il y a un autre biais dont il ne parle pas. Le ministère de la Santé nous montre qu'il y a tout un tas de gens qui sont considérés Covid-19 à l'hôpital sans avoir de test positif. Et que ces gens-là, ce sont des non-vaccinés.
Donc c'est-à-dire que les non-vaccinés, on les met dans la case Covid-19, même sans test positif, ce qu'on ne fait pas avec les vaccinés. Donc il y a tout un tas de biais d'interprétation au sein des chiffres et on ne peut rien conclure en se disant « je vais les étudier comme ça et me considérer qu'ils sont justes ». Ça n'est pas vrai. Et si on prend en compte le biais du test, ça c'est un graphique précédent qui est sur Vaccin-Pac, le cycle de Guillaume Rosier, eh bien on peut voir quoi? La courbe orange, c'est le taux de positivité chez les non-vaccinés, bleu foncé, c'est les doubles doses et noir, c'est les triples doses. Qu'est-ce qu'on voit à gauche? On voit une bosse orange. Eh bien, c'est le pass sanitaire. Donc, quand on met en place au 12 juillet le pass sanitaire, qu'est-ce qu'on fait? Pendant l'été, les gens ont besoin de sortir. Oui, On dit tous les non-vaccinés se testent. Donc, on voit une pause qu'on a appelée une épidémie. Ce n'est pas une épidémie. C'est le fait de se forcer du test. Et on a 5%. C'est le nombre de tests positifs, quoi. Voilà. 5% de positifs, donc c'est des gens qui n'ont aucun symptôme, on est en plein été, qui sont positifs, c'est-à-dire qu'on va dire vous êtes malade d'une maladie mortelle qui n'a pas de symptômes, en plus vous êtes contagieux de votre Mais non-maladie, il aurait fallu le corréler avec l'hôpital quand même. et il n'y a rien qui se Il y a- passe à parce que l'hôpital, il y a rien. en total. Après, il y a des gens parmi ceux-là, En 2021, il n'y a pas de... les personnes âgées très malades avec un test positif vont être envoyées à l'hôpital, donc on va dire c'est le Covid qui arrive à l'hôpital. Mais pas du tout, c'est le flux normal de malades qui arrivent tous les jours à l'hôpital qui est considéré Covid à cause des tests. C'est différent. Et vous voyez que la courbe orange est au-dessus, bien, ensuite ça descend parce que quand les gens rentrent au travail, ils vont plus se faire tester tout le temps, donc ça baisse, ils n'ont plus besoin d'aller au resto, c'est tout. Ensuite, on a à la Toussaint le gouvernement français qui impose aux collégiens de se tester tout le temps, donc on a une remontée, mais c'est de la bureaucratie, on force les gens à se tester. Et ensuite, on a quoi en décembre? On a le gouvernement qui dit les doubles doses, votre passe ne marche plus, et donc vous devez, il faut se revacciner. Ils ne veulent pas se faire vacciner, ils vont tous se faire tester. Et vous voyez la courbe bleu foncé, qui sont les doubles doses qui passent au-dessus des oranges, c'est-à-dire qu'ils veulent tellement pas avoir de troisième dose, qu'ils se font tester gratos, et ils vont être encore plus parce que- positifs que les autres. Puisque les non-vaccinés devaient payer leur test à partir Alors, de ce il moment-là. suffisait d'appeler son médecin pour qu'on Ouais, ait un enfin, test gratuit. Toutes les 24 heures. C'est ça. Et on voit les triples doses qui croient que le vaccin, ça marche, mais que ça ne marche pas trop quand même, qui vont aussi se faire tester. Et donc, on voit, donc c'est ça les bleus. Et regardez en mars ce qui se passe. En mars, 2020. c'est la fin, de mars 2022, c'est la fin du pass sanitaire. Eh bien, fin du pass sanitaire, les non-vaccinés n'ont plus besoin de se tester, ils ne se testent plus. Ceux qui se testent, qui veulent bien une rallonge de pass sanitaire ou une semaine de vacances, ce sont les doubles doses qui avaient déjà une rallonge, donc ils sont au-dessus. Et ceux qui se testent le plus du tas, eh bien, ce sont les 3 doses. Donc, c'est-à-dire que ceux qui croient le moins que ça marche, ce sont les plus vaccinés. Ce graphique-là, il démontre tout seul la totalité de la supercherie du test et du vaccin qui marche contre le test. Le vaccin est extrêmement efficace contre le fait d'être testé. C'est contre ça que c'est efficace. Et c'était vrai dès les essais de Pfizer. Oui, mais la plus grosse arnaque, je trouve, que vous ne soulevez pas, c'est que les gens qui étaient vaccinés pensaient être protégés. Or, il s'est avéré, et là, lors de la commission Covid, C'était écrit. c'est Pfizer carrément qui l'a dit, on n'avait pas testé le fait d'être transmissible ou de transmettre le virus si on est vacciné. Et le gouvernement, c'est là où il y a eu une désinformation incroyable, lorsqu'il a dit vacciner, c'est être protégé. Pas protégé du virus, puisqu'ils pouvaient transmettre le virus à leurs proches. Et ça, je trouve que ça a été une arnaque terrible, parce que dans le pass sanitaire, d'être vacciné, on dirait que ça y est, ils pouvaient aller n'importe où, ils n'étaient pas, voyez, porteurs du virus. Or, Au ils contraire. Au l'étaient. Et contraire. plus que les non-vaccinés. Puisque ceux qui n'étaient pas vaccinés. Et les seuls, en fait, qui étaient un peu safe, qui étaient un peu sûrs, C'était c'était les testés. testés. Puisque là, bon, bah, ils le faisaient toutes les 24 heures. Moi, je voulais. S'ils n'avaient pas un test positif, parce que là aussi, il y avait le biais du test. Si je peux me permettre, alors on a été aussi interpellés assez rapidement sur les effets secondaires, particulièrement les effets secondaires féminins. Je crois que ce sont les femmes qui ont tiré la sonnette d'alarme les premières, et c'est là que moi j'ai pu rencontrer donc l'association Où est mon cycle, et je crois que votre livre d'ailleurs, hein, les ventes de votre livre reviennent à cette association, et je voulais vous en remercier parce que ça prouve bien. Et dans toute cette épidémie pendant les 3 ans, on a remarqué que les gens sur les plateaux, souvent, avaient quand même des conflits d'intérêts. On n'a pas voulu en tenir compte, mais ils avaient de très gros conflits d'intérêts. Et ceux qui n'en avaient pas, ceux qui ont soigné largement, gracieusement, ceux qui ont écrit, qui ont donné des conférences, qui ont parlé avec sincérité, eh bien, on ne les a pas entendus. On a même, il y a un mot à la mode hein, que je ne prononcerai pas parce que je trouve que ce serait... Mais il y a un mot à la mode. Alors, je ne sais pas, est-ce que de boire son café assis, on est sûr que le virus passe au-dessus? On a entendu des choses comme ça, on les a prises, la population les a prises pour vraiment importantes. Est-ce que ça, c'est scientifique?
Allez, vous avez le dernier mot de la fin. Scientifique. Non, ça n'est pas scientifique. Et encore une fois, il s'est tellement passé n'importe quoi, et en effet avec des tests qui faisaient positifs tout le temps, qu'à chaque fois, ils rajoutaient des règles ou ils les modifiaient en disant ça ne marche pas. Donc à un moment, quand il n'y a rien qui marche, quand on ne voit qu'on fait que faire du mal aux gens, il faut se poser la question de ce qu'on a fait et si on n'a pas été mené en bateau tout du long. C'est pour ça que j'ai voulu écrire un livre, pour se reposer les questions depuis le début et garder uniquement ce que l'on peut garder et surtout remettre du débat pour débattre de tout ce qu'on a vécu et des absurdités totales qu'on a pu vivre. Ça a été l'objet de ce débat entre nous, où il y a des choses sur lesquelles on est d'accord, sur lesquelles on est en désaccord. Mais je trouve que c'est comme ça qu'on avance et surtout qu'on retrouve une confiance. Parce que la confiance se retrouve que si Dans le débat les gens contradictoire, sont hein. sans conflit d'intérêt et qu'il y a un véritable débat scientifique parce que c'était quand même un virus particulier à tous les niveaux. Merci. Merci beaucoup. Merci Pierre, merci Laurence.